Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité pour vous parler un peu de nos pratiques chirurgicales et de leur évolution. Mais là, je constate que Susanna vous a déjà tout dit. Il ne me reste plus grand-chose à dire. Elle connaît tellement bien la technique que je suis sûr qu'elle est capable de faire l'opération à notre place si on lui mettait les outils entre les mains. Bon, sur le plan orthopédique, je vais parler uniquement du côté chirurgical, puisque tout ce qui est prise en charge en kiné, appareillage et tout, c'est développé par d'autres intervenants. Et puis, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution, de nouveautés dans ce domaine, puisque le corset garchois reste le meilleur. Il n'a toujours pas été détrôné. Merci. Oui, je connais. Ouais. Voilà, donc mon topo va être assez simple. Je vais vous montrer quelques cas concrets de prise en charge orthopédique de ces patients. Donc, comme vous le savez, la myotrophie spinale infantile s'associe à des troubles du tonus et de la force musculaire qui engendrent des rétractions musculo-tendineuses avec le temps. Et puis des attitudes vicieuses au niveau des membres se développent aussi. Et ensuite, les déformations rachidiennes apparaissent plus ou moins tôt et le tout aboutit à des difficultés de verticalisation. Là, c'est schématique, c'est notre point de vue, nous, comme orthopédistes, parce que nous, on s'intéresse à la fonction de ces patients. Et il ne faut pas oublier que l'homme, il est fait pour être vertical. C'est l'homo sapiens. Et ces enfants-là, ils ont beaucoup de difficultés à tenir même assis seuls. Donc l'un des objectifs que nous nous mettons, c'est de leur donner la possibilité d'être verticalisés ou au moins en position assise, plus ou moins autonome. Donc les complications orthopédiques de la maladie commencent tôt et puis il faut les prendre en charge rapidement parce qu'il y a un côté préventif qu'il faut développer dans notre pratique. Alors au niveau des membres, je vais passer rapidement parce qu'il n'y a pas de nouveautés et puis les pratiques sont très variées d'une école à l'autre. Il n'y a pas de consensus, c'est au cas par cas. On peut être amené à réaliser des tonotomies ou des allongements musculaires pour des attitudes vicieuses en flexum au niveau du membre supérieur, au niveau des genoux, pour des rétractions des adducteurs ou pour des pieds varus équins chez les enfants qui sont verticalisés ou qui marchent. Et puis la chirurgie de recentrage des hanches qui se luxent et qui deviennent douloureuses, là aussi, elle n'est pas systématique et ça dépend des écoles. On peut réaliser dans certains cas des osteotomies fémorales ou pelviennes pour recentrer la tête du fémur ou réaliser une réduction chirurgicale d'une luxation complète de la hanche, mais nous avons remarqué qu'il y a un risque de récidive qui n'est pas négligeable et que cette chirurgie est souvent douloureuse et mal vécue, raison pour laquelle on la fait de moins en moins. Alors j'en viens directement à notre sujet principal qui est celui de la prise en charge des déformations rachidiennes dans la myotrophie spinale infantile. Et je vous rappelle ici le schéma classique du traitement des scolioses neurologiques qui a été particulièrement développé et diffusé par mon maître Jean Dubousset que vous voyez ici. C'est l'association d'un traitement orthopédique initial à la petite enfance par un corset garchois comme vous voyez ici et qui est relayé à l'adolescence par une arthrodèse que vous connaissez tous très bien. Le traitement orthopédique, il est nécessaire, il est utile, il faut le mettre en route très rapidement, comme l'a dit Susanna, pour permettre à ces enfants de s'asseoir et de regarder devant eux, de mieux respirer, de mieux avaler. Mais l'expérience a montré que dans cette pathologie et dans beaucoup d'autres pathologies neurologiques, ce traitement atteint ses limites. À un certain moment, il devient moins efficace et il n'arrive pas à régler le problème de la déformation rachidienne.
Alors, il faut aussi se rappeler que le traitement orthopédique n'agit pas sur les troubles du tonus. C'est l'une des raisons qui fait que la déformation continue à évoluer à l'intérieur du corset ou même d'un plâtre. Vous voyez ici la correction dans le corset, elle est ce qu'elle est, mais on ne peut pas demander au corset de faire plus, c'est comme ça. Et puis le corset, il a pour but de ralentir l'évolution de la scoliose, mais il n'arrive pas à l'arrêter et il se retrouve donc dans une position de traitement d'attente d'une chirurgie qui prend le relais de ce traitement orthopédique. Alors, pour vous simplifier un peu les pratiques chirurgicales, je vais vous classer les techniques chirurgicales en 3 groupes. Comme vous avez vu le classement de la myotrophie spinale infantile, là, c'est important de connaître et de distinguer les différents types de techniques chirurgicales. La première, c'est celle que vous connaissez tous, c'est l'arthrodèse, c'est la fusion. C'est une correction et une fixation définitive de la colonne vertébrale avec apport d'os et de greffe qui aboutit à une fusion complète. La deuxième technique, c'est ce qu'on appelle l'instrumentation sans greffe. C'est une chirurgie de correction et de stabilisation provisoire de la colonne en attendant l'arthrodèse. C'est ce que nous appelons communément les tiges de croissance ou les growing growth. Et puis la troisième technique, c'est la technique de chirurgie mini-invasive précoce qui corrige et stabilise de façon définitive la colonne vertébrale sans faire de greffe. Donc il ne faut pas confondre avec les instrumentations sans greffe. Elle aussi, c'est une instrumentation sans greffe, mais qui a certaines spécificités qui font qu'elle est définitive parce qu'elle est plus solide et qu'elle permet d'éviter l'arthrodèse à la fin, comme je vais vous le montrer. Bon, je vais repasser rapidement sur l'arthrodèse, qui est très connue et qui est aujourd'hui encore le gold standard du traitement chirurgical des scolioses neuromusculaires d'une façon générale. C'est une technique qui a été développée à Saint-Vincent-de-Paul par mon maître Jean Dubousset dans les années 80, avec l'avènement de l'instrumentation de Cottrell-Dubousset. Le premier temps, il consistait à prélever des greffons tibiaux sur le patient qui vient d'être endormi encore sur le dos. Ensuite, on l'installe sur la table de chirurgie de scoliose avec une traction à la tête et des fois sur les jambes. Et puis, on aborde toute la colonne, on désosse les vertèbres de haut en bas, on fait un avivement des articulaires, on met les implants métalliques, après on met les greffons, que vous voyez ici, c'est les greffons tibiaux. Le bassin, il est à gauche, la tête est à droite. On les met souvent dans la région lombaire et lombosacrée, qui est la zone qui consolide le moins vite. Voici un exemple d'une arthrodèse réalisée sur une amyotrophie spinale de type 3 qui était âgée de 17 ans. C'est le patient que vous a montré Susanna tout à l'heure. On lui a fait une arthrodèse. Dans le temps, on faisait les arthrodèses. Et puis, nous avons réussi à obtenir une correction qui est tout à fait honorable, avec une amélioration de son état, comme vous pouvez le voir. Seulement, l'arthrodèse est une chirurgie qui est relativement lourde et agressive sur des patients souvent fragiles, dénutris, dans un état général précaire, et c'est la raison pour laquelle il y a un taux assez élevé de complications dans cette technique d'arthrodèse vertébrale. Et puis, en prenant un peu de recul et en réfléchissant un peu, nous nous sommes rendus compte que cette arthrodèse est un traitement qui est techniquement surdimensionné par rapport aux besoins de ces enfants grabataires qui ne développent pas de contraintes sur les implants métalliques que l'on met dans leur dos. Et puis,
Une forte densité métallique, c'est-à-dire une instrumentation de la colonne de haut en bas, n'est pas un gage de qualité. Et voici un exemple très parlant d'un enfant qui a une scoliose neurologique, qui a été instrumenté de haut en bas. Il a 32 vis dans son dos. Et vous voyez, la correction dans le plan frontal n'est pas extraordinaire. Et la correction dans le plan sagittal, elle est mauvaise. Moi, je préfère son profil rachidien avant l'intervention qu'avec la ferraille dans son dos, qui est devenu plat comme une planche à repasser. Donc, quel est l'intérêt d'avoir opéré cet enfant pour lui donner cette morphologie de la colonne qui est loin d'être physiologique? Voilà. Et puis l'arthrodèse, quand elle est réalisée tôt, parce qu'il y a certaines scolioses qui évoluent et on est obligé de leur proposer une chirurgie précoce, si elle est faite avant l'âge de 11-12 ans, elle entraîne un arrêt de la croissance du tronc et du thorax. Donc il y a des effets négatifs importants. Elle aggrave l'insuffisance respiratoire. Et puis pour les injections de nusirensen, ce n'est pas possible quand on fait une arthrodèse parce que la voie, elle est complètement obstruée. C'est la raison pour laquelle sont apparues les instrumentations sans greffe qui viennent prendre le relais d'un traitement orthopédique qui est arrivé en bout de course, et elles ont pour objectif d'avoir un meilleur contrôle et une meilleure correction de la déformation qu'avec le traitement orthopédique, et puis de préserver la croissance rachidienne et thoracique parce qu'on ne fait pas de greffe. Sauf que ces techniques, elles sont aussi pourvoyeuses de nombreuses complications, plus de 50% de complications dans la littérature, des fois beaucoup plus, et qui sont dues au mauvais état général des enfants neurologiques, à la mauvaise tenue des implants dans leurs os qui sont souvent fragiles, et notamment quand on fait des fixations costales. Et puis, il y a eu des erreurs techniques et de stratégie opératoire qui ont fait élever le taux de complications de cette chirurgie précoce. Et puis, les instrumentations sans greffe classiques, les growing growth, comme je vous l'ai dit, c'est des techniques qui sont provisoires en attente de l'arthrodèse. Pourquoi? Parce que les implants utilisés ne sont pas suffisamment solides pour être pérennes. Et puis, les ancrages osseux sont souvent fragiles, puisque quand on fait l'instrumentation sans greffe, on aborde au minimum un faible nombre de vertèbres ou de côtes, ce qui fait que la fixation n'est pas suffisamment solide pour tenir le coup longtemps. Donc c'est l'une des raisons qui nous a amenés à chercher une alternative à ces deux chirurgies, à la fois l'arthrodèse qui est lourde, agressive et qui donne beaucoup de complications, et aux instrumentations sans greffe qui, elles aussi, sont pourvoyeuses de complications et qui sont provisoires. Donc on a cherché une solution qui soit plus pérenne, et c'est l'instrumentation sans greffe par voie mini-invasive que nous avons pratiqué et que nous pratiquons actuellement depuis 2011. C'est une technique évolutive qui permet une correction progressive dans le temps puisqu'on ne fait pas de fusion. Donc on ne coupe pas les pans vers une amélioration des déformations résiduelles ou poursuivre la croissance du dos de ces enfants. Et puis donc, comme je vous l'ai dit, comme son nom le porte, c'est une technique qui est réalisée par voie mini-invasive. On n'ouvre pas tout le dos comme avec l'arthrodèse. Alors cette technique, elle est basée sur des ancrages solides, un ancrage proximal qui est réalisé par des pinces de crochet sur 5 vertèbres, 4 qui sont porteuses et une vertèbre libre entre les 2 pinces. Et puis en distal, nous utilisons la technique de la vis sacrée qui a été développée à Saint-Vincent-de-Paul avec Jean Dubousset et qui ne nous a jamais trahis. Elle tient même dans les os les plus fragiles. Donc c'est un peu le secret de cette technique qui nous a permis d'avancer dans notre pratique chirurgicale. Ainsi, nous réalisons un montage télescopique en cadre comme une tour Eiffel, et c'est un montage qui est coulissant puisqu'on laisse une réserve de longueur sur les petites tiges latérales et on peut faire monter les tiges rouges avec les dominos vers le haut quand c'est nécessaire. Voici quelques images péropératoires. Ici, la mise en place
du connecteur ilio-sacré, de la vis en percutanée sans ouvrir, et puis la préparation des tiges, après la mise en place des crochets, et puis on met en place les tiges en les passant d'une incision à l'autre en sous-aponévrotique à l'intérieur du muscle, et on fixe le tout en haut et en bas en faisant une petite distraction, on met en tension le dos de l'enfant et ça permet d'obtenir une correction suffisante. Bon, quand on s'est mis à faire cette chirurgie, beaucoup de gens nous ont critiqué parce qu'ils nous disaient il faut faire de la greffe pour le dos, c'est que l'arthrodèse qui marche, vos tiges vont casser et on va récupérer vos enfants pour leur faire l'arthrodèse. Et puis, ça a été démenti avec le temps puisque notre montage a tenu le coup. Il y a eu très peu de fractures de tiges, aucune fracture de tige dans les amyotrophies spinales infantiles, et puis les résultats étaient très probants. Ici, une étude qui a été réalisée par un chirurgien américain qui a fait des tests de laboratoire et une étude en éléments finis et qui a prouvé qu'un montage bipolaire aux deux extrémités avait la même résistance qu'un montage tout vis de haut en bas. Donc, à quoi servent les vis entre les deux points de fixation proximale et distale? Elles n'ont pas d'intérêt dans les scolioses neuromusculaires, elles n'ont d'intérêt que dans les scolioses idiopathiques pour améliorer la dérotation, pour diminuer la gibbosité, pour améliorer la cosmétique. Mais pour les scolioses neurologiques, il suffit de les corriger, même si c'est incomplet, de les rééquilibrer et de les stabiliser avec un montage qui est suffisamment solide pour leur permettre de ne pas porter de corset et pour leur éviter l'arthrodèse plus tard, puisque ce montage, il tient la route. Donc, contrairement aux instrumentations sans greffe ou tige de croissance ou growing growth, notre montage, il est définitif, comme vous le voyez dans ce cas, qui a été opéré à l'âge de 12 ans et actuellement, il a plus de 20 ans avec un montage qui tient la route et qui n'a pas eu besoin d'être arthrodésé. Et puis, nous avons constaté avec le temps que cette instrumentation entraîne une ankylose progressive de la colonne grâce à une fibrose et des fusions spontanées qui se produisent dans le temps. Et ça, ce n'est pas un élément nouveau. C'était déjà connu avec les tiges de Harrington dans les années 60 ou les tiges de Lockheed dans les années 70. Et puis avec l'avènement du CD, au début, quand on faisait des instrumentations sans greffe avec les tiges CD, pour un certain nombre de cas, nous n'avons pas été amenés à faire l'arthrodèse qui a été planifiée auparavant parce qu'on s'est rendu compte qu'ils se sont enraidis, qu'il y a eu de l'autofusion. Donc, nous avons revu notre série et nous avons fait une première publication en 2018 sur les 100 premiers cas. Et cette année, on a republié les résultats de la même série des 100 premiers cas avec un recul moyen de plus de 5 ans. Et là, ça a bien montré que cette technique, elle tient la route et qu'elle peut remplacer l'arthrodèse. Voici un exemple d'imagerie qui montre cet enraidissement. Ici, un scanner réalisé en préopératoire et un autre scanner réalisé 5 ans plus tard. Vous voyez ici l'ossification spontanée qui se fait autour des tiges. Vous la voyez ici, la coulée osseuse. Vous voyez aussi la dégénérescence des espaces discaux et puis la dégénérescence des apophyses articulaires qui étaient ouvertes avant et qui se sont fermées parce qu'elles ont arrêté de bouger. Donc nous avons aujourd'hui la preuve qu'il y a un enraidissement rachidien progressif qui se fait dans le temps et qu'il n'y a pas besoin de faire l'arthrodèse pour les scolioses neurologiques. Voilà, et là, avant de passer au chapitre suivant, j'aimerais bien insister sur la nécessité de préparer ces enfants à la chirurgie, qui est pour nous une étape primordiale dans la prise en charge des scolioses. Elle se fait en consultation multidisciplinaire, et puis ces enfants-là, ils sont préparés sur le plan orthopédique par des étirements manuels par les kinés, ou sur table, ou par allogravité, ou avec des plâtres. On leur fait une préparation respiratoire et là, ça va être développé, j'imagine, par d'autres intervenants. Et puis, surtout, une préparation nutritionnelle parce que la plupart de ces enfants sont un peu hypotrophiques, surtout si on se propose de les opérer à un âge jeune où ils pèsent moins de 20 kilos. Pour nous, on recommande de les faire grossir et de nous les présenter à partir du poids de 20 kg pour éviter
les problèmes de conflit du matériel sous la peau. Alors, quelles sont les indications de cette chirurgie mini-invasive? Il faut la proposer ou y penser dès que le corset commence à être dépassé par une scoliose qui résiste et qui est évolutive. Il faut aussi y penser quand il y a une dégradation rapide de la fonction respiratoire. Et puis, quand le bassin commence à basculer, c'est-à-dire il y a un déséquilibre du tronc qui s'organise, et il est pour nous important d'évoquer la chirurgie dans ces cas-là. Et nous appelons ça l'indication fonctionnelle, c'est-à-dire une tutorisation de la colonne vertébrale qui permet de rétablir l'équilibre du bassin et du tronc dans l'espace. Et puis les tiges jouent le rôle d'un corset interne grâce à son caractère mini-invasif et qui n'entrave pas la croissance. Et puis l'autre raison de proposer cette chirurgie tôt et idéalement avant l'âge de 10 ans, c'est la croissance respiratoire, puisque cette croissance, elle se fait dans les 5 premières années par une multiplication des alvéoles, et puis entre 3 et 9 ans, par une augmentation du volume alvéolaire. Et s'il y a une déformation importante avec l'hypotonie et l'effondrement, cette augmentation du volume alvéolaire ne peut pas se faire. Et c'est l'une des raisons de penser à proposer une chirurgie précoce qui permet de redresser l'enfant et de permettre une croissance dans les meilleures conditions de son appareil respiratoire. Donc, nous avons revu l'année dernière la série de nos 50 premiers cas d'amyotrophie spinale infantile que nous avons opéré avec la chirurgie mini-invasive et que nous avons publié. Cet article est sorti le mois dernier dans le JPO, le Journal of Pediatric Orthopedics. Donc, dans notre série, l'âge opératoire moyen était de 11 ans, avec un recul moyen de 5 ans et 2 mois. Nous avons eu 9 cas qui se sont compliqués, avec 5 infections et 8 complications mécaniques. Mais nous n'avons eu aucune fracture de tige, aucune complication neurologique et aucune conversion en une arthrodèse de cette série de 59 patients. La fonction respiratoire n'a pas été améliorée, elle est restée stable. Et puis surtout, on peut dire qu'on a arrêté sa dégradation grâce à la stabilisation du dos de ces enfants. Et puis, ces enfants-là, ils ont présenté une amélioration nette de leur état général avec un gain moyen de 6 kg en 3 ans, chose qu'on n'a pas connue quand on faisait les arthrodèses auparavant. Et puis nous avons fait une enquête de satisfaction. 91,5% des enfants et des parents étaient contents de leur chirurgie précoce. Ici, un premier exemple d'un enfant de 11 ans. Là, je n'ai pas la radio sans le corset, mais vous voyez déjà dans le corset comment la déformation était importante. On lui a fait donc cette intervention avec l'ancienne version du montage sans les dominos, c'était par montage télescopique, que nous avons converti après en montage actuel. Et puis, actuellement, il est à 9 ans de recul post-opératoire. Il a amélioré son état général, comme vous allez pouvoir le constater sur ces images, alors que cet enfant-là, à l'âge de 9 ans, quand il est venu nous voir, il a échappé à une catastrophe puisque dans le centre où il était, on lui avait proposé une arthrodèse et par manque de chance, il a fait un arrêt cardiaque tellement il a saigné dès l'abord. Donc ils l'ont fermé en catastrophe, ils nous l'ont envoyé. Et donc quand je l'ai opéré, moi je ne pensais pas qu'on pouvait y revenir. C'est pour ça que j'ai fait un montage simple comme vous le voyez ici. Je ne pensais pas qu'on allait le reprendre. Mais au fait, ça a tellement bien marché, sa croissance est repartie et on a été obligé de le reprendre, de rajouter des tiges et non seulement de rajouter des tiges, de les rallonger après. Donc tellement cet enfant a amélioré son état général et fonctionnel grâce à cette chirurgie. Un deuxième exemple d'une fille de 9 ans. Et là, vous voyez, c'est l'une des premières, là aussi, avec l'ancienne version du montage. Et ici, 8 ans post-opératoire, on a mis au point, mis à jour son montage. Ici, les images de profil. Elle aussi, elle était dans un mauvais état général. Et ça s'est arrangé un petit peu avec le temps grâce à cette chirurgie précoce. Un troisième exemple, 10 ans. Et 5 ans après, avec 2 retentions de tiges, comme vous voyez. On les fait pour suivre l'évolution de la croissance ou pour corriger une déformation résiduelle. Et là, vous voyez le résultat obtenu chez cette demoiselle qui arrive à tenir seule
alors qu'en préopératoire, elle était obligée d'appuyer avec sa main parce qu'elle était déséquilibrée. Un autre exemple d'une fille de 13 ans à qui nous avons fait le même montage et que nous avons rallongé et qui termine, elle aussi, avec un bon résultat. Actuellement, elle a 21 ans et son dos est bien stable. Alors, le seul élément négatif de cette méthode, c'est la nécessité de réopérer les enfants pour allonger les tiges, soit pour suivre la croissance, soit pour améliorer la correction d'une déformation résiduelle. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé sur des tiges qui peuvent coulisser d'elles-mêmes sans nécessité de réintervention. Donc, nous avons mis au point ces tiges à expansion automatique qui est basée sur un principe mécanique. Là, il y a une partie crantée sur la tige sur laquelle coulisse ce domino dans un seul sens. Il peut aller vers le bas, mais il ne peut pas faire marche arrière. Donc, le principe, c'est que ces tiges s'allongent de façon spontanée grâce au mouvement quotidien de l'enfant, grâce au transfert du fauteuil dans le lit et vice-versa, ce qui se passe dans la majorité des cas. Mais si la déformation est raide et que les tiges ne s'allongent pas suffisamment, toutes seules, on peut les aider soit par des séances de kiné, soit par des séances de traction dans l'axe qui permettent d'allonger ces tiges sans avoir besoin de réopérer. Voici un premier exemple d'un enfant de 7 ans à qui nous avons posé ces tiges extensibles et vous voyez un an après les tiges qui ont migré sans réintervention. Voici les images cliniques de cet enfant. Un deuxième exemple d'une fille de 11 ans avec cette importante scoliose et surtout ce bassin oblique qui a eu donc ce montage avec des tiges qui ont grandi spontanément et surtout ce que nous avons remarqué, c'est une amélioration spontanée de l'obliquité pelvienne résiduelle, chose qu'on n'a pas connue avant et puis c'était une surprise pour nous. On ne pensait pas qu'on pouvait obtenir ce genre d'évolution et de résultats. C'était la bonne surprise. Voici donc les images cliniques de cette demoiselle. Un autre exemple d'une fille de 11 ans avec ces tiges auto-extensibles. Et là aussi, on voit une expansion spontanée des tiges. Et puis, chez elle aussi, nous avons remarqué une amélioration de son obliquité pelvienne résiduelle, ainsi que de sa courbure scoliotique résiduelle, mais de façon spontanée, ce qui a été là aussi une agréable surprise pour nous. Voici les images cliniques de cette demoiselle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette belle présentation et les beaux résultats que vous nous montrez. Y a-t-il une question pour notre collègue orthopédiste? Oui. Qu'est-ce que tu penses des problèmes cervicaux qu'on a avec tous ces maintiens du rachis? Parce que je sais bien que vous montez de plus en plus, mais tu sais comme moi qu'un des endroits où on est en difficulté à l'heure actuelle, c'est la région cervicale. Qu'est-ce que tu proposes pour le futur dans tes idées de chirurgie? Une seule réponse, c'est de proposer ces enfants à la chirurgie de façon précoce. Parce que la majorité des problèmes cervicaux que nous avons connus, c'était malheureusement la conséquence d'un port du corset garchois pendant de très nombreuses années. Les enfants avaient l'habitude de laisser la tête reposer sur la mentonnière quand on les sortait du corset et ils n'avaient aucune force musculaire. Alors que nous avons remarqué, je ne l'ai pas dit, dans notre série, une amélioration de la tenue de la tête des enfants opérés tôt parce qu'ils avaient la possibilité de bouger la tête et surtout, ils avaient un meilleur équilibre pour diminuer la force nécessaire pour mettre la tête droite. Avant, quand ils étaient déformés, il fallait beaucoup de force
pour remettre la tête droite. Et nous, quand on les rééquilibre, on ramène le centre de gravité de la tête au-dessus du bassin, donc ils ont moins besoin de force à fournir pour mettre la tête droite. Et nous avons constaté, dans beaucoup de cas, une amélioration de la tenue de la tête. Mais si tu fais allusion à une reprise chirurgicale pour étendre le montage vers le haut, non, on l'a fait une seule fois dans une myopathie congénitale, mais bon, l'enfant il est devenu Robocop, hein, il ne pouvait plus tourner la tête. Donc pour les enfants qui ont du mal à tenir la tête, après l'intervention, on leur met en place une Minerve, provisoirement, s'ils arrivent à améliorer leur tenue de tête, sinon ils gardent soit en repose-tête dans le fauteuil, soit pour certains cas, au début, on a même remis le corset garchois pour le problème de tenue de tête. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de solutions chirurgicales pour ça. Mais je pense que le côté préventif doit être vraiment primordial dans l'approche actuelle et future de ces enfants. Un grand merci.